Alors, l'exercice 1, on vous dit soit le résultat d'une électrophorèse de l'hémoglobine sur acétate de cellulose. Donc, on vous a donné un résultat. Dans le résultat, dans le TD, dans la série de TD, je n'avais pas donné cette identification pour les protéines. Mais c'est pas important, ça, il faut apprendre à le faire. C'est-à-dire, pour pouvoir parler des choses, il vaut mieux leur donner un nom, même quand c'est comme ça, X, Y, Z. C'est juste pour identifier de quoi on parle. Donc, le résultat se présente comme suit, avec témoin, patient A, patient B, et un résultat de migration. Ici, on vous donne le sens de migration, avec la disposition donc des deux électrodes, et le résultat qui est celui-là. On vous demande dans l'exercice tout simplement donc quelle anomalie apparaît pour les patients A et B. Donc avant tout, on va se baser sur quoi? On se base sur pour pouvoir expliquer ce résultat, de quoi on a besoin inévitablement. Obligatoirement, on a besoin de donner le principe de la méthode. Il faut que je sache de quoi je parle. Il faut que vous positionniez tout de suite dans votre raisonnement à quoi correspondent les bandes, etc. Donc, pourquoi ça marche pas? Donc, le principe. Allez, j'écoute quelqu'un. Allez, j'écoute quelqu'un. L'électrophorèse, c'est quoi? Allez, tout facile. On va pas s'attarder. Je vais pas m'attarder sur ce qui est juste une question de petits principes sans aucune difficulté. Bien sûr, il faut pouvoir dire immédiatement, très rapidement, au lieu de rester à regarder la feuille où il y a l'énoncé ou quoi que ce soit, de retrouver le principe. Le principe de l'électrophorèse s'écrit en 3 lignes avec 3 ou 4 mots-clés. Alors, c'est une méthode de séparation. De quoi? De molécules chargées. Par quel moyen sépare? C'est en effectuant une migration le long d'un support poreux. Et par quel phénomène se fait cette migration? C'est sous l'action d'un champ électrique E. Voilà les mots-clés de l'électrophorèse qui permet de définir ce qu'elle est. C'est plus une définition qu'un principe, parce que les principes, on les précise après. Selon cette définition, qu'est-ce qui apparaît? Il apparaît donc que les molécules chargées négativement migrent vers l'anode, bien sûr, et les particules chargées positivement migrent vers la cathode. Classique, c'est le principe de l'électrophorèse basique, il n'y a pas de souci. Maintenant, comment interprète-t-on un résultat? Là, par contre, j'aimerais que vous fassiez attention surtout à la méthode. Après, le résultat peut changer, mais la méthode est toujours la même. Le résultat se présente comme suit. Quel est la première chose à voir? C'est le témoin. Il faut pouvoir voir que le témoin a un type de migration. Le témoin, on le voit ici, on voit une migration de 3 bandes protéiques qui correspondent à une situation normale. Bien sûr, cet exercice est purement théorique. Dans l'énoncé du TD de l'exercice, on ne vous donnait pas d'identification pour ces 3 bandes. On a opté de les appeler X, Y, Z pour pouvoir identifier et parler de la même chose. Puis, on vous montre
la migration d'un patient A, où on obtient ce résultat, et un patient B, où on obtient ce résultat. Tout de suite, qu'est-ce qu'il apparaît? Sans aller dans le détail d'abord, je vois bien que ça, c'est identique, ça, c'est identique, c'est-à-dire que les protéines X sont les mêmes pour les témoins et les patients A et B. La protéine Z, elles sont identiques aussi, on obtient la même chose. Par contre, pour la protéine Y, il y a une anomalie. C'est ça que je détecte en premier. Maintenant, quel est le type d'anomalie? On va préciser. Donc, première chose, pour le patient A et B, ils ont déjà un point commun. Ils ont une anomalie sur la protéine Y. Maintenant, on va préciser. L'anomalie, elle est sur Y. On va essayer de voir pour A tout seul et B tout seul. Est-ce que c'est le même type d'anomalie? À vue d'œil, on voit bien que ce n'est pas la même chose. Est-ce que A et B ont la même anomalie? Non, donc je dois les séparer. Alors, qu'est-ce qu'on voit pour le patient A? Quelle est l'anomalie qui est détectée? Décrivez-la moi, ce n'est que des mots là dont vous avez besoin. Madame, on dit que la bande, elle est épaisse. Alors, Non, madame, elle est chargée Wesh, négativement. c'est qui Trop Maya? chargée. Oui. Alors, vous parlez d'épaisseur. Oh, on est en train de parler de A. Madame, ah non, non, c'est le B qui a, il y a un problème d'épaisseur. Le A, Et c'est juste. dites-moi Le A, madame, ils n'ont pas migré au même endroit. très bien. Vous pouvez préciser encore plus. Donc, ne dire pas même endroit, c'est comme si vous dites pas même note. Soyez plus précise. Je vous aide avec ça. Ne soyez pas aussi... Ah, je peux pas bouger les flèches. Ok. Ils n'ont pas la même charge. Alors, vous allez trop vite. La bande Y migre beaucoup plus vers le positif. Voilà. C'est pas tant de dire beaucoup plus, mais vous voyez bien que pour le témoin, la migration se fait de là à là. Donc, elle a migré de cette distance. Donc, la demoiselle juste avant, c'est juste, bien sûr, apprenez juste à avoir un peu plus de précision dans la façon de faire, de parler, d'écrire. D'accord? On va résumer la conclusion. Moi, ce que je vois, c'est ce que voient vos yeux. Il faut commencer d'abord sans chercher à interpréter le résultat. Vous dites, je vois une tache qui est apparue ici à telle distance. Et pour le patient A, la tache n'est pas au même endroit. Elle a migré plus loin. Vous le voyez bien. Donc pour A, pour le patient A, Y migre. Donc je peux écrire que la distance de migration, d'accord, dx de Y est supérieure à celle du témoin, à la protéine Y du témoin. C'est ce que je veux dire là. Maintenant, oui, c'était quelqu'un aussi qui disait, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ça, est-ce que j'ai interprété? Je n'ai rien dit, je vous dis que j'ai vu une tâche qui est plus loin que chez le témoin. Maintenant, on remplace le mot tâche ou le mot bande ou le mot spot par le vocabulaire adéquat. À quoi correspond la bande qu'on observe ici? Ça Protéine, correspond madame. à la protéine Y. C'est censé être ça. Donc, quelle est l'anomalie Madame, maintenant? Oui, je vous écoute. elle est plus chargée négativement que celui du témoin. Voilà. C'est la seule chose qu'on en tire. Sans connaître la structure, sans connaître la séquence, sans connaître le nombre de charges, si cette protéine a migré plus loin,
Ça veut dire qu'elle a été plus attirée par le pôle positif, donc elle a une charge globale négative plus importante que celle du témoin. Je résume ça. Donc, si je devais l'écrire de tête, donc première observation, donc pour A, on observe que la bande Y ou la protéine Y a migré plus loin que celle du témoin. Il faut toujours relever que c'est par rapport au témoin. Si je n'avais pas le témoin, je ne peux rien dire sur cette migration. C'est parce qu'on compare au témoin. Donc, on observe que la bande Y a migré plus loin que celle du témoin. Comment l'expliquer? Cela signifie que la protéine Y du patient A possède plus de charge négative que la protéine Y du témoin. Et par quel phénomène on obtient ça? C'est-à-dire, quelle est l'anomalie chez le patient A? Par quel phénomène? La rétention, madame, on a un problème dans la rétention des protéines. Alors, pas dans la rétention. Madame, anomalie de charge. Très bien. C'est-à-dire une anomalie de charge. Ça veut dire que la séquence en acide aminé de cette protéine n'est pas la même que celle du témoin. Anomalie de structure. Oui, vous enchaînez aussi sur anomalie de structure. Et c'est comme ça qu'il faut y aller. Elle a migré plus loin. J'explique pourquoi. Si elle a migré plus loin, c'est qu'elle a plus de charge moins. Maintenant, comment j'explique que la protéine Y d'un patient A une charge négative plus grande que la protéine Y d'un témoin? C'est qu'il y a des acides aminés ou un acide aminé qui n'est pas le même. Et en général, c'est un acide aminé. En général, les anomalies sur les protéines, quand c'est comme ça, à la même taille et tout, c'est uniquement un acide aminé qui peut changer. D'accord? Donc, automatiquement, je résume. Y migre plus loin que chez le témoin. Donc, il y a un changement de charge. Pareil, ça paraît évident. Maintenant, je précise quel est ce changement de charge. Elle a migré plus loin, donc elle est plus chargée négativement. Donc, soit elle a gagné une charge moins par rapport à celui-là, soit elle a perdu une charge plus. D'accord? Ça vous paraît logique? Soit cette protéine, elle contient un aspartate ou un glutamate à la place d'un autre acide aminé qui n'existe pas chez celle-là, soit elle a perdu une lysine ou une arginine chargée positivement, alors qu'ici, il n'y a pas. Dans les deux cas, il y a quelque chose qui s'est passé. La charge globale de la protéine Y du patient A a une charge supérieure négative que celle du témoin. Qu'est-ce qu'on en conclut? Vous l'avez dit, je conclus, c'est ça l'interprétation. Jusque-là, on n'a fait que lire. L'interprétation, c'est de dire, il y a donc une anomalie de migration qui correspond à une différence de charge, qui correspond à une différence de structure. Ça marche? Donc, je ne veux pas m'étaler parce que parfois c'est ça qui complique les choses. Les mots-clés, les voilà. D'abord, la bande a augmenté, la migration de la bande est plus grande. Pourquoi Y migre plus loin? C'est parce qu'elle a plus de charge négative. Pourquoi est-ce qu'elle a plus de charge négative? Eh ben, c'est probablement parce qu'elle a gagné une charge moins ou qu'elle a perdu une charge plus par rapport au témoin. Dans les deux cas, il y a une anomalie de structure. Donc je peux en déduire que lorsque
la migration est différente quand la distance de migration est différente, c'est dans ce type d'électrophorèse une différence de charge qui correspond à une différence de structure. Ça me permet de détecter donc un type de mutation. D'accord? N'élargissez pas la discussion, c'est concrètement la position, la traduction de cette différence de position, c'est qu'il y a une différence de charge. La conclusion, c'est qu'il y a une différence de structure. Si deux protéines Y d'un patient et d'un témoin ne migrent pas pareil, c'est qu'elles ont une différence de structure et ça veut dire que chez le patient A, il y a une anomalie de structure, une mutation, quelque chose qui a changé dans la protéine. Maintenant, dans le deuxième cas, pour la protéine Y du patient B, quelle anomalie? Cette fois-ci, je vois que la migration, elle est comment? C'est la même. Distance, madame. Très bien. Par contre, ici, pareil, on commence par des mots qui correspondent à ce que voient vos yeux. Dans ce cas, donc, puisqu'on va s'appuyer sur le premier cas, est-ce qu'il y a une anomalie de migration? Non. Non, madame. Très bien. La protéine Y migre au même endroit chez le patient et chez le témoin. Donc, il n'y a pas vraiment une anomalie de structure. Par contre, qu'est-ce qu'on observe ici? Madame, la quantité de protéines, c'est pas la même. Vous avez été trop vite. C'est juste, bien sûr. Mais quand on parle de ce que je vous dis en méthode, suivez un ordre. D'abord, ce que voient vos yeux sans interpréter. L'interprétation, c'est ce que vous venez de dire. Que voient vos yeux? C'est L'épaisseur, l'épaisseur. madame. Très bien. L'épaisseur de la bande n'est pas la même. Conclusion, interprétation, c'est ça l'interprétation. C'est quand vous changez les mots, bande par protéine, épaisseur parce que signifie l'épaisseur. Là, par contre, eh ben, si l'épaisseur de cette bande n'est pas la même que l'épaisseur de cette bande, c'est qu'il y a un problème de quantité. D'accord? C'est juste, vous allez trop vite. Bien sûr, je compterai juste, mais en termes de méthode, il faut y aller de cette manière. D'abord, je lis le résultat avec mes yeux, ce qui permet à ceux qui veulent gagner des points de gagner des points, même si la suite est fausse, parce que c'est en termes de méthode que je tiens compte de ça. Donc, la migration, il migre au même endroit, mais l'épaisseur de la bande n'est pas la même. Que signifie épaisseur de la bande? Ça veut dire un problème de quantité. Et là, je dis donc chez le patient B, quel est le problème? Ce n'est pas un problème de différence de la protéine. La protéine est la même que chez le témoin. Mais quelle est l'anomalie? Eh ben, elle est en plus faible quantité. Continuez maintenant l'interprétation. Comment est-ce qu'elle peut être en plus faible quantité? Pourquoi? Dans le premier cas, vous avez dit elles n'ont pas migré pareil parce qu'elles ont un problème de structure, donc elles ont une charge différente, donc la protéine est mutée. Et ici, comment vous expliquez qu'il y a moins de quantité? Par rapport aux acides aminés. Ben non, par rapport aux acides aminés, on voit bien que justement c'est la même. On vient de dire cette protéine est identique à celle du témoin, puisqu'elles ont migré au même endroit. La différence est dans la quantité. On arrive à des mécanismes que peut-être vous n'avez pas encore bien digérés. Disons, Oui, madame, peut-être la suite de la quantité, elle a migré un peu plus. non, elle serait où? Non, non. Après Z, je sais pas. Il aurait fallu, si j'avais par exemple une autre bande ici, oui, vous pouvez dire, tiens, il y a une nouvelle bande qui apparaît.
Mais ça voudrait dire que c'est un hétérozygote. C'est pas le cas. Allez, c'est facile. Ah, les seules anomalies donc génétiques que vous connaissez, c'est lorsque une protéine n'a pas la même structure qu'une autre. Fonction. Peut-être qu'elle n'est pas, que le reste n'est pas chargé. Non plus, vous ne pouvez pas avoir. Ce n'est plus dans la structure de la protéine. Revenez au gène maintenant. Quelles sont les anomalies qu'on peut avoir sur un gène? Il peut coder pour une mauvaise protéine, mais un gène, ce n'est pas que une protéine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, comment je vais expliquer ça? Comment je vais exprimer ça? Vous orienter. De quoi est formé un gène? Allez. De la Elle manque de séquence. Alors, 2 secondes. Justement, le mot est bien, il arrive. Donc, vous avez un gène. Un gène, il va coder donc. Il y aura une partie qui va coder pour la séquence de la protéine. C'est tout ce qu'il y a dans un gène. La structure générale d'un gène. Dans votre tête, il n'y a que la séquence qui code. Il y a le promoteur, par exemple. Oui ou non? Oui. La fonction, madame, Alors, quelle fonction? de la protéine. Si la fonction de la protéine a changé, vous ne pouvez pas le voir sur une électrophorèse. L'électrophorèse, elle permet de voir 2 choses. Soit une différence de structure qui se traduit par une différence de migration, soit une différence du mot que je cherche qui exprime une différence de quantité. Quel est le lien entre un gène et une protéine? Attendez, voilà mon gène. Voilà la partie codante donc pour la protéine. C'est ça qui va donner à la fin une protéine. Et ici, qu'est-ce qu'il y a en amont d'un gène? Des répresseurs. Très bien, on y arrive. Pas forcément répresseur. Il peut y avoir des répresseurs, il peut y avoir des activateurs, des enhancers. L'essentiel, c'est quoi? Quelle est la quantité de protéines? Est-ce que les gènes fonctionnent toujours de la même manière? Est-ce qu'ils synthétisent tout au long de la vie d'une cellule la même quantité d'une protéine obligatoirement? Non. Non. Ça dépend de l'activité, ça dépend de plein de choses. Donc il y a des problèmes de quantité de synthèse, c'est-à-dire des problèmes d'activité du gène. D'ailleurs, ici, j'aurais pu vous faire une bande qui, au lieu qu'elle soit plus fine, donc une moindre quantité, je vais y arriver, je cherche le pointeur. Viens ici, le pointeur. Voilà, le voilà. Alors, j'aurais pu vous faire une bande comme ça. Est-ce que l'anomalie est la même? Oui, je dirais toujours que la migration est la même, mais qu'il y a beaucoup plus de cette protéine chez le patient que chez le témoin. C'est une anomalie de quantité. Comment est-ce qu'on a une anomalie de quantité? C'est dans l'activité du gène. Ce n'est pas la protéine qui est anormale, c'est la quantité qui est produite. Donc ça dépend de l'activité du gène et non pas de la structure de la protéine. Je résume ça. Y migre au même niveau que le Y témoin. Mais on observe que la bande est moins épaisse. Donc rappelez-vous ici, si vous devez prendre des notes ou autre, j'aurais pu mettre une bande plus épaisse. C'est aussi une anomalie.
Donc le problème, c'est un problème de quantité. C'est-à-dire que la protéine du patient B, la protéine Y, en termes de séquence, elle est bien, il n'y a pas de problème. Elle a la bonne séquence en acides aminés. Cependant, quel est le problème? Elle n'est pas synthétisée en assez grande quantité. Si on avait eu une bande plus épaisse, j'aurais dit il y a un excès de synthèse de la protéine B. D'accord? Donc ici, le problème, c'est une anomalie de synthèse, donc une anomalie d'activité ou de régulation du gène. D'accord? Ça paraît clair? Donc dans cet exercice, mon seul problème était de fixer une fois pour toutes l'épaisseur, la notion d'épaisseur. Je compare deux choses dans une migration. Je vérifie si la migration obtenue chez les patients est la même ou non que chez les témoins. Tout ce qui est identique, je l'oublie. Je ne m'y intéresse pas. Je dirais, on observe chez le témoin 3 bandes protéiques X, Y, Z. Puis j'observe la différence. Les différences qui peuvent apparaître sont des différences de migration, c'est-à-dire les distances ne sont pas les mêmes. Ici, pour le patient A, on a vu que la protéine Y migrait plus loin. On en a déduit qu'elle avait plus de charge négative. On en a déduit donc, en conclusion, que cette protéine présente une différence de structure par rapport à celle-là. Parce qu'elle n'a pas migré au même endroit et que je suis dans une électrophorèse où la migration dépend de la charge. C'est pour ça que c'est important de fixer le principe avant d'interpréter. Il n'est pas question ici de me parler de poids moléculaire ni de quoi que ce soit. Pour la deuxième, j'observe que la migration se fait au même endroit. D'après ce que j'ai conclu ici, je vais en conclure que la protéine Y du patient B ne présente pas de différence de structure avec celle du témoin. Mais par contre, j'observe que la bande obtenue pour le patient B est beaucoup plus fine. Que signifie une bande moins épaisse? Ça signifie moins de quantité de protéines. Donc quel est le problème? C'est un problème de quantité. D'où vient le problème de quantité? Elle vient d'une anomalie de l'activité du gène. Voilà donc pour cet exercice. On passe à l'exercice 2 qui ne pose pas de problème, sauf que j'ai fait une erreur dans l'énoncé. Le tableau de l'énoncé doit se présenter ainsi. C'est-à-dire, on vous dit qu'on effectue l'hydrolyse de l'ADN d'un cosmide recombinant de 48,6 kg per base par une enzyme de restriction. J'enlève tous les détails. La seule chose qui m'intéresse, c'est qu'on va hydrolyser quoi? Un ADN. De quoi, d'où il vient, qu'il soit recombinant ou pas, c'est pas important. Quelle est la taille de cet ADN qui est hydrolysé, c'est-à-dire coupé? Avant qu'il soit coupé, il fait 48,6. Allez, fermez vos micros, s'il vous plaît. Alors, à partir de là, on vous dit qu'un marqueur de taille est utilisé. Un marqueur de taille, maintenant ça y est, vous savez tout ce que c'est, le mot l'indique de toute façon. C'est un marqueur de taille. L'ADN est analysé par électrophorèse sur gel d'agarose, piste 2. D'accord, je n'ai pas mis ici la piste. Piste 2. Et on a obtenu donc cette migration. Et un marqueur de taille, l'ADN du phage lambda, tout ça ne devient pas important. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi?
un marqueur de taille. En fait, j'ai mis un marqueur de taille, c'est des marqueurs de taille. Et déposés dans le puits. 1. Et on vous donne leur taille. Ces marqueurs de taille, il y en a un qui fait 7000 per base, l'autre qui fait 4300 per base, une seconde, l'autre 9500 per base, et enfin 15000 per base. Oui, arabe. Madame, j'ai pas compris l'énoncé. L'énoncé, Oui. on reprend. Je vais vérifier que j'ai le bon énoncé. Je vais revenir sur la série de TD. Alors, je reviens sur la série de TD. Le voilà. Alors, non, je ne vais pas arrêter le partage. Alors, dans l'énoncé, on vous dit quoi? On vous dit que l'ADN d'un cosmide recombinant de 48 kg per base a été hydrolysé par une enzyme de restriction. Jusque-là, c'est compris? Madame, excusez-nous, on voit pas, hein. C'est pas grave, vous avez l'énoncé sur l'essentiel de Madame, l'idée. c'est le même. Vous avez juste... Effacé, c'est le même. c'est le même, les jeunes. Je résume juste l'énoncé. J'ai enlevé tout ce qui est inutile. Apprenez à le faire. J'essaye, quand c'est une évaluation, j'essaye d'enlever le blabla. Mais sinon, l'exercice, il dit quoi? Allez, on va y aller. Alors, partager du contenu. Le voilà. Qu'est-ce que vous voyez à l'écran? L'énoncé, madame. L'énoncé. Oui, l'exercice de... Ma série de TD. Très bien. Donc, c'est l'exercice tel que je vous l'ai donné, sauf qu'ici, il y avait des valeurs. C'était une erreur de ma part. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il dit, l'énoncé? Et j'enlève tout ce qui est blabla. Donc, je vais prendre le voilà. L'ADN d'un cosmide recombinant de 46 kg per base a été hydrolysé par une enzyme de restriction. OK? Donc, c'est un ADN. Je retiens ADN de 48,6 per base qui est coupé par une enzyme de restriction. Ça, je le garde. C'est des données qui m'intéressent. OK. Après hydrolyse, cet ADN est analysé par électrophorèse sur gel d'agarose. Donc, je fais migrer le résultat de l'hydrolyse et on me dit que c'est la piste 2. Le voilà. La voilà la piste 2. Très bien. Maintenant, on vous dit un marqueur de taille et on vous dit quelle est l'origine de ce marqueur de taille. C'est quoi? C'est l'ADN du phage lambda qui est hydrolysé par une enzyme de restriction. Pourquoi on l'utilise? Eh bien parce qu'on connaît exactement ce phage lambda et que quand on le coupe avec cette enzyme de restriction, on obtient des fragments de taille connue. Mais maintenant, en termes d'énoncé, moi je retiens juste que j'utilise un marqueur de taille. Et quelles sont les tailles qui sont données? 7000, 4000, 9000 et 15000 per base. Voilà les marqueurs de taille utilisés. Ici le blabla, ce marqueur de taille est un mélange équimolaire de fragments d'ADN de taille connue. C'est secondaire. J'aurais dû limite ne pas le mettre. Inutile. La même chose, après coloration, ou etc., on obtient l'image suivante, la voilà. C'est le résultat d'électrophorèse. Je peux m'en passer. Sauf si, à la fin, dans les questions, on vous dit comment est-ce qu'on obtient la visualisation des fragments d'ADN. Et que vous direz, on utilise un intercalant qui donne une fluorescence sous lampe UV. C'est pas le genre de question que je pose. L'essentiel est de comprendre le principe. J'ai pris de l'ADN,
je l'ai mis dans un tube à essai, j'ai ajouté une enzyme de restriction. Que fait l'enzyme de restriction? Elle coupe l'ADN en fragments. Au niveau de séquences, bien sûr, spécifiques, et on obtient des fragments qui sont séparés par électrophorèse. En parallèle, à titre de témoin, on utilise des marqueurs de taille, c'est-à-dire des fragments de taille connus, qu'on fait migrer dans la même condition. Oui, Maya? Maya. Oui, madame. Madame, la taille des fragments, elle a une relation avec la taille de l'émail de l'agarose. Non. 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 Comment voulez-vous que ça ait du rapport? Non, ça m'est venu à l'esprit, je me suis dit. Alors, la taille des fragments, leur position dépend un peu, je dis un peu, elle dépend beaucoup de la taille des mailles du gel. Mais c'est tout, parce que justement, c'est la migration. Ok. Alors, est-ce que vous ne voyez rien là? Donc, je remets Oui. le partage sur le PowerPoint. Voilà. Alors, donc pour l'énoncé. Maintenant, les énoncés que je donne, en général, je ne vous donne pas la taille des fragments dans le tableau. Je vous demande de compléter le tableau en vous basant sur le principe. C'est-à-dire qu'au lieu de vous demander directement le principe, je vous demande de remplir le tableau. Maintenant, sachez, en tant qu'enseignant, et la plupart en réfléchit pareil, si je vous donne, regardez dans quel ordre je vous ai donné. 7000, 4000, 9000 et 15000. Est-ce qu'ils sont ordonnés? Est-ce qu'ils sont du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit? Non. Et même s'ils l'étaient, ma première question, c'est compléter le tableau, c'est-à-dire attribuer pour chaque migration à quelle taille ça correspond. Parce que vous êtes d'accord que ici nous avons le puits 1. On s'intéresse ici au puits 1, c'est celui-là. Ce fragment a migré de cette distance. C'est lequel? C'est 1,1 cm. Celui-là a migré de 3,3, celui-là de 4,2 et celui-là de 5,4. Maintenant, vous avez des fragments de taille 7000, 4000, 9500 et 15000. Qui est qui? Qu'est-ce qui nous permet de dire quelle est la taille de celui-là, quelle est la taille de celui-là, quelle est la taille de celui-là? C'est bien sûr le principe. Madame, le premier, Le premier, c'est lequel? Oui, dites-moi. 4330. 4330. Aïe, chatar. Maintenant, donnez-moi le principe de l'électrophorèse. De cette électrophorèse. Non, laissez-le continuer, il va se noyer. Allez. Donnez-moi le principe, arabe. Moi? Oui. C'est vous qui avez dit 4300. Oui, madame. Aïe, allons-y. Donnez-moi le principe. Je pense pas. L'électrophorèse est une méthode qui permet de séparer des particules Les particules chargées par migration, oui, le long d'un support poreux. Ici, c'est le gel d'agarose. Oui. Sous l'action d'un champ électrique. Oui. Ça marche. Continuez le principe maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Les molécules chargées Les molécules chargées négativement sont plus migrent vers le plus. vers le plus et celles qui sont chargées positivement restent plutôt vers le moins. Migrent vers le pôle négatif. Très bien. Maintenant, quelle est la charge des molécules auxquelles on s'intéresse?
chargées, madame, négativement. Toutes. Elles sont toutes chargées négativement. Oui. Et donc on n'a pas Donc, tout ça. il On faut- devrait avoir, d'après si on s'arrête à ce que vous avez dit dans l'énoncé, on devrait avoir une seule bande. Ils sont tous chargés négativement, ils vont tous vers le moins. Pourquoi ils sont séparés? à cause de leur taille. Très bien. Et maintenant, continuez de me dire. Donc ici, les acides nucléiques, les ADN sont tous chargés négativement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, migre vers Elles migrent toutes vers le plus, plus, oui. Et qu'est-ce qui fait la différence? c'est leur taille. Et c'est-à-dire, c'est qui migre le plus loin et c'est qui migre le moins loin? Le plus petit migre le plus loin et le plus grand migre moins. Ça y est, vous vous êtes corrigé? Oui. Voilà pourquoi il ne faut pas se précipiter. Terminez le principe. Tout à l'heure, on a fait une électrophorèse, c'était des protéines, donc j'ai parlé de charge. Ici, mon deuxième point, quand je donne le principe, on va le faire tout de suite, c'est ce que je dis. L'électrophorèse est une méthode de séparation des molécules chargées par migration le long d'un support poreux. Alors non, ici c'est pas acétate de cellulose, non, c'est agarose, hein. D'accord? Donc ici, agarose. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que j'ai fait un copier-coller. Oui, donc ça c'est le principe commun, pas de problème, sous l'action d'un champ électrique. Maintenant je dis, qu'est-ce que je sépare? Je ne vais pas dire la phrase qui dit les molécules chargées moins migrent vers le plus, les molécules chargées plus migrent vers le moins, ou même si vous le dites, juste après il faut vérifier. Qu'est-ce qu'on sépare ici? C'est l'ADN. Les fragments d'ADN sont tous chargés négativement. Donc ils migrent tous vers la note chargée positivement. Donc la différence de migration dépendra de la taille et non pas de la charge. Ce principe, c'est lui qui va permettre de classer et de situer les marqueurs de taille sur le gel. Seulement, sans faire l'erreur que vous avez fait. Ne vous précipitez pas. Vous savez très bien, ça y est, ça c'est les choses minimum, puisqu'ils ont la même taille et que nous sommes dans un gel comme ça, c'est ce que j'avais commencé à représenter tout à l'heure, ça paraît évident que cette chose, c'est-à-dire celle de 15 500, ira plus lentement que cette chose qui fait 4 300. Celle-là migre plus vite, plus loin, tandis que celle-là est retardée. La migration de la grosse molécule est retardée. Et c'est ça qui permet de compléter le tableau. Systématiquement, quand je donne ce type d'exercice, je vous laisse, je ne demande pas le principe. Donc ça, c'est les choses que je dis en TD. Je ne demande pas souvent le principe en évaluation. C'est une méthodologie. Le TD, je vous montre la méthodologie. Je ne peux pas résoudre un exercice si je ne situe pas le principe. Donc je commence par donner le principe et c'est ça qui permet de classer ou de mettre, de compléter le tableau de cette manière. On a donné la règle. Ici, j'ai pas continué la règle, c'est de dire les petites molécules migrent plus loin. Et là, ça y est, vous avez la classification. Oui, Nsaf. Madame, Oui, Nsaf. pour le gel, est-ce qu'il a un effet sur Si vous pouvez m'écrire la question vite fait, parce que là, on vous entend très très mal. Je ne sais pas si les autres vous entendent, sinon on me traduit. Répétez. Quelqu'un a compris sa question? Oui, le gel. Oui, oui, Nsaf, le gel.
il a un effet de tamis. Il a un effet de tamis. Même si vous le changez, ça sera toujours en fonction de la taille. La seule chose que vous pouvez changer dans un gel, c'est soit vous utilisez des trous, un gel qui a des pores ou des trous, des mailles comme ça, ou alors comme ça, plus serré. C'est un tamis, considérez-le comme un tamis. Les petites molécules peuvent passer dans les petits trous plus vite, tandis que les gros vont être retardés. Donc si je change le gel, qu'est-ce que je change? La seule chose que je peux changer dans le gel, c'est la taille des trous. Maintenant, ça bien sûr c'est un réglage technique quand on fait une séparation. On en a déjà parlé en cours. Si je veux séparer des molécules qui ont cette taille, donc c'est deux petites molécules. Si j'utilise un gel qui a des trous comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je pourrais les séparer? Non, parce que toutes les deux vont passer tellement facilement que toutes les deux vont migrer au même endroit. D'accord? Donc on est obligé d'utiliser un gel qui est plus fin pour séparer des petites molécules. Par contre, si j'essaye d'utiliser... non, pas comme ça. Voilà. Si j'essaye de séparer des molécules qui ont une grande taille comme ça et que j'utilise un gel comme ça, est-ce que je vais obtenir une séparation? Toutes les deux sont trop grosses pour les mailles du gel, donc elles vont me faire un paquet au même endroit. Elles ne pourront pas se séparer. Quand je dépose le mélange d'échantillons pour la migration ici, je dépose les deux en même temps, et ben elles vont pas pouvoir passer. Elles vont pas pouvoir passer si le gel est trop serré et j'aurai un paquet comme ça. Donc bien sûr, le choix du gel dépend de l'expérimentation. Mais ce n'est pas de ça dont je tiens compte ici. D'accord? Donc simplifiez-vous la vie. Ici, il me manque une phrase que je vais mettre tout de suite quand même pour que ça apparaisse dans le corrigé final. Les petites molécules migrent plus vite, c'est-à-dire plus loin, alors que les plus grandes sont retardées. Par quoi? Par les mailles du gel. Voilà. J'ai complété mon corrigé. Ça donne l'électrophorèse, principe qui doit toujours venir. Ensuite, je précise, ici, nous séparons des ADN, donc ils sont tous chargés négativement, donc ils migrent tous vers la node chargée positivement, mais la migration va se faire selon la taille, c'est-à-dire les petites molécules migrent plus vite, alors que les plus grandes sont retardées par les mailles du gel. Ça y est, j'ai défini qui migre plus loin, qui migre moins loin. La plus petite va plus loin, migre plus, aura une plus grande distance de migration. Et c'est ça qui permet de classer et situer les marqueurs sur le gel. Maintenant, je sais que celui-là, c'est celui qui a migré le moins, donc c'est le plus grand. Celui-là, c'est le fragment d'ADN qui a migré le plus loin, donc c'est le plus petit. Pardon, je suis sur les marqueurs, excusez-moi. Ils sont là. Marqueur de taille 15 000, celui qui a migré le moins. Marqueur de taille 4300, celui qui a migré le plus loin. Ça dit, c'est le dépôt. On a déposé les échantillons ici. Ici, on a déposé le marqueur de taille. Ici, on a déposé l'ADN qui a été fragmenté, hydrolysé. Ça marche? Une fois qu'on sait dire ça, qu'on donne un principe complet, où vous expliquez selon quoi se fait la migration, on a trouvé le rangement des marqueurs de taille,
pour le cosmide, on vous demande de déterminer la taille. Bien sûr, ça y est, c'est pas la première fois, on l'a fait en électrophorèse, on l'a fait en CEM, on l'a fait en cours SDS-PAGE. À quoi servent ces marqueurs de taille? Ça sert qualitativement, déjà je peux voir, le fragment HADA obtenu par hydrolyse de l'ADN, il est entre 15 000 et 9 500. Est-ce que c'est intéressant? C'est déjà bien, oui, mais c'est pas suffisant. Je peux déterminer sa taille. Comment? En utilisant la relation qui existe entre la taille des fragments d'ADN de taille connue, des marqueurs de taille, en fonction de la distance qu'ils ont parcourue. C'est-à-dire, on va tracer une courbe étalon. On vous demande de tracer la courbe taille ampère base en fonction de la distance de migration. Ça s'appelle une courbe étalon. C'est taille ampère base en fonction de la distance de migration. Donc moi je l'ai fait sur Excel, mais en général je donne des courbes très simplifiées avec des points qui sont bien alignés, avec des échelles faciles à reproduire. D'accord? Donc l'avantage d'Excel, voilà, c'est quelque chose que vous connaissez en maths. Vous pouvez tous déterminer l'équation de cette droite, non? C'est y égale quoi? C'est une courbe descendante, ça c'est A, c'est la pente. Donc c'est moins A plus je sais plus quoi. D'accord? Maintenant, l'ordinateur me donne directement l'équation et on peut faire de deux manières. Soit je fais par extrapolation, c'est ce qu'on vous demande à vous. Donc, je prends un exemple. L'un des fragments. Alors, est-ce que tout le monde comprend que la courbe étalon a été tracée avec les marqueurs de taille? Je n'ai utilisé que ces points pour tracer ma courbe étalon. C'est les points pour lesquels j'ai la correspondance taille-distance de migration. Parce que régulièrement, j'ai des étudiants qui vont me mettre cela dans la courbe étalon. Ce qui fait qu'ils obtiennent une courbe étalon comme ça et ça ne les dérange pas. Hein. Est-ce que c'est une courbe étalon, ça? Est-ce que ça peut être dans sa vie une courbe étalon? Bien sûr que non. Une courbe étalon, c'est une courbe qui montre Tanasubiya, la proportionnalité qui existe entre deux paramètres. Donc, ce que j'utilise, c'est mon système de comparaison. Je trace la courbe étalon avec les 4 points. 1, 2, 3, 4. Le point 15 000, il avait migré de 1,1. Le point 7 000, je crois. Non, 9 500 qui a migré de 3,3. Je n'ai pas les valeurs en tête. Et ainsi de suite. À partir de là, je cherche quelle est la taille du fragment, de l'un des fragments, c'était le premier, 2,8. Quelle est la taille d'un fragment qui a migré 2,8? C'est simple. Un fragment qui a migré de 2,8, il a migré plus que le fragment de 15 000 et moins que le fragment de 9 500. Donc il est entre les deux. Maintenant, la gamme étalon me permet par extrapolation, en positionnant le point 2,8, je remonte et je trouve qu'il fait environ 11 000, 10 000 et quelques. Donc j'ai le 9 000 ici, au milieu on a le 10 000, pour que vous visualisiez. Le 10 000 il est au milieu, le 11 000 il est là, je ne suis pas à 11 000, c'est à peu près à 10 800. D'accord? Même si dans une échelle vous trouvez 11 000, c'est pas gênant. C'est-à-dire la précision, elle n'est pas à ce point non plus. J'évalue bien sûr la qualité de la courbe. Étalon, mais il y a un minimum. Alors s'il vous plaît, par contre, il est bien évident ici, je l'ai fait parce que je l'avais rectifié, sinon le premier,
il y avait ici la légende, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est ici? Pardon, c'est les paires basses. Et ici, c'est les x, l'axe des x, c'est la distance parcourue en centimètres. Bien sûr, ça doit être mentionné, hein. Donc, on ne va pas le faire pour tous les points. Vous n'avez qu'à déterminer pour chacun. Ici, d'ailleurs, j'avais mis en gras, il suffisait, dans l'énoncé initial, de déterminer la taille de un seul. En examen, par exemple, je ne vais pas vous demander d'en déterminer 4. Si vous savez pour 1, vous savez pour 4. D'accord? Donc, c'est juste une vérification de la compréhension de ce qu'est une courbe étalon et comment on l'établit, puis comment on l'utilise pour déterminer un paramètre x inconnu. Ça marche? Donc, les deux premières électrophorèses, les deux premiers exercices que j'ai faits, c'était des exercices donc qui ne présentent pas de complications, où on n'ajoute pas de réactifs ni rien du tout. Il suffit de comprendre le principe de base et de comparer, soit pour comparer deux profils de migration et détecter une anomalie, soit, dans le cas de l'ADN ici, les molécules sont toutes chargées négativement. Ça nous a permis de dire qu'elles vont toutes migrer vers le plus et que donc la différence de migration ne dépendra pas de la charge, mais dépendra de la taille. Puis, établissement d'une courbe étalon et détermination d'une taille de fragment d'ADN. Maintenant, on passe aux exercices qui sont un tout petit peu plus complexes, mais vous verrez que ça se regroupe. Surtout si vous adoptez une méthode de fonctionnement, c'est-à-dire essayez d'adopter plus la méthode, l'ordre de la manière dont on décortique les choses, parce qu'après les énoncés, ils ont beau changer, on retrouve toujours les mêmes éléments. Il y a, on va voir, 2-3 informations à comprendre. Après le reste, il n'y a que du raisonnement. Alors, dans l'exercice 3, on vous dit, afin de contrôler la purification d'une protéine, elle est soumise à une SDS-PAGE en présence ou en absence de bêta-mercaptoéthanol. D'accord, j'ai rien d'autre à enregistrer, on fait une SDS-PAGE d'une protéine P qui est purifiée, hein, elle est censée avoir été purifiée. Donc elle est soumise à une SDS et dans deux conditions, soit en présence, soit en absence de bêta-mercaptoéthanol. Ok. Ici, on nous dit les marqueurs de PM utilisés. Ça y est, on sait ce que c'est que des marqueurs de PM utilisés. C'est des témoins de taille. Et on vous donne phosphorylase B, donc on s'en fiche des noms, un marqueur de taille de 120, un de 200 et un de 42,7 kDa. Qu'est-ce que vous remarquez déjà directement dans l'énoncé? Je vous les donne encore une fois dans le désordre. Donc il faudra les ranger. Mais méfiez-vous, je peux vous les donner du plus petit au plus grand, ou du plus grand au plus petit, alors que c'est le contraire qu'on doit utiliser. C'est juste, je vous dis, ça c'est systématique, parce que ça fait partie du principe, de pouvoir les classer. Donc, après coloration de l'électrophorèse, on obtient le résultat suivant. Donc, voilà le gel, le résultat du gel, et vous avez un tableau qui vous donne les distances de migration, les poids moléculaires, et il y a une case en plus pour les logs. Et voilà, encore une fois, est-ce que c'est l'exercice? Est-ce que je vous l'ai donné comme ça? Oh là là. Donc, je vous ai donné avec le tableau qui était complété. Oh là 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 là. Ma série de TT. Non, c'est bon, c'était pas complété. Donc, s'il vous plaît, je vais faire
Désolé. Voilà. On vous donne l'exercice. Je vous ai donné l'exercice comme ça. On vous donne le résultat de migration, les marqueurs. On vous montre comment migrent les 3 marqueurs qui vous ont été donnés. Puis, la protéine traitée juste au SDS, comment elle migre. Et la protéine traitée au SDS plus du bêta-mercaptoéthanol, comment elle migre. Tout le monde visualise. Au lieu de donner le résultat verticalement, d'habitude pour la SDS-PAGE, je le donne verticalement. Là, c'était pour gagner de la place, étant donné que c'était un sujet d'examen. Je l'ai mis de cette manière, mais j'ai tout indiqué. Voilà le sens de migration. Si l'électrode négative est là, l'électrode positive est là, donc la migration, bien sûr, se fait dans ce sens. Ça marche? Maintenant, qu'est-ce qu'on vous demande? Attribuer à chaque marqueur la bande correspondante. Est-ce que ça change de l'exercice précédent? On nous a donné des marqueurs de taille connue. Aidez-moi. 120, 200 kilodaltons et 40. Non, madame, 97. 97, ok. On n'a pas 120. Oui. Oh. Malish, donc c'était une erreur sûrement que j'ai dû rectifier après avoir fait le corrigé. Je vous enverrai la série donc rectifiée. Si vous avez, oui, vous ne pouvez pas rectifier la série, donc c'est moi qui vais vous envoyer la série rectifiée. Ça ne change rien, hein? 120, 200 et 42. 120, 200 et 42, quelque chose. Ça ne change rien à la résolution de l'exercice. C'est juste quand on traçait, il y avait une erreur. Donc voilà ce que nous avons dans l'énoncé et on vous donne le tableau comme ça. C'est comme la situation de l'ADN, c'est la même chose. Qui a migré de 5? Quel est le marqueur qui a migré à 5? Quel est le marqueur qui a migré à 11? Quel est le marqueur qui a migré à 18 cm? Qu'est-ce qu'il faudra donner pour compléter le tableau? Le principe. Le principe, il faut expliquer comment se fait la migration. D'accord? Donc, nous sommes en présence de la SDS-PAGE. On démarre en écrivant c'est quoi? C'est une électrophorèse en condition dénaturante. Si le mot dénaturant ne vient pas, ça ne marche pas. Votre raisonnement ne marchera pas. Pardon. Donc, quel est le principe de cette électrophorèse? C'est qu'elle utilise des réactifs. Elle utilise du SDS et vous avez vu dans l'énoncé le bêta-mercaptoéthanol. L'un des moyens faciles de donner le principe est d'essayer d'expliquer le rôle du SDS. Bien entendu, vous pouvez dire que c'est une migration le long d'un gel d'acrylamide après que les protéines aient été dénaturées. Comment elles sont dénaturées? Le SDS, c'est un détergent ionique qui se fixe sur les protéines qui deviennent donc toutes de charge négative. Et ça provoque également la cassure des liaisons faibles. C'est une conséquence. Le fait qu'il y ait plein de charges moins, nous l'avons expliqué, qui vont se fixer sur toutes ces sous-unités ou cette protéine, qu'est-ce qui va se passer? La protéine se déroule, les charges négatives se fixent, les petits moins, c'est du SDS qui se fixe dessus. Ça va créer énormément de charges moins qui sont proches les unes des autres. Que font les charges moins entre elles? Elles se repoussent. C'est ça qui provoque la dénaturation ou le déroulement des protéines. Ça casse les liaisons faibles qu'il y avait entre les acides aminés ici et qui provoquait cet enroulement de la protéine sous une forme ou une autre.